mu mpera z'ikinyana ca 18 twinjiranwa n'ubutindi butirimutsa udusangana igihugu cifashe Imana imwe umwami umwe umurundi mu bumwe ntangere imirimo itandukanye mwembu buzuriza babibonye bahinda umushitsi baje inama baratera impendanirizo umwe baragusambura amamuko barayacurika babesha ngo harimwo abuzukuru ba Nowa bazana ububeshi bw'Ubudeha mu bantu badutera ubwoba n'ubwishime abarundi baragabuka bene mugabo umwe baratumutwe bariyibagira amabanga bene yo barayakwa bitunganya gushasha mu kajagari byose kureri kwenge ikirundi kiracurika umucuri yibagirwa bakura kirazira ibishego birahumanya bishenguruka imvumure kubandwa uyu muvumo guterekera ntitwabibandanya abakurambere bacu bacika imizima babo baberanda turabemera umuganuro barawufite intahira kumirwa umunyamabanga atazira yoye abaganwa barangazwa imiryango iribagirwa uyu mupfumu bamwita umurozi umuvumbi bamukura mu bantu bamuvumbuza ibivumvu mu mvura umucuzi n'umvumvyi baracibwa abahigi barahumanywa abadafise inka 10 ntibashikana uburebure bw'imetero zireba batandukanye n'abazifise baheraho bapima amazuru n'ibirenge baharuye nabi ngo 85 kwijana ntitwamenye ico bigamije ariko byarakujije mu myaka 50 ikimoho kiraganza amagi n'amasoro baranyereza ubutare n'ubutaka baratwara isi ndimwe iragabanywa yiganzirwa n'ibiterwa njabuka amazi nkaziburiragire zirateka batwimba mu mizi turakebana baratunyaga batubwira ko bwacu tugeze kwikukira ngo ntiharagera atenyeye imyaka 30 kagirana urukundo kumbe bateguriho nyabwoba twabibonye batanguje revolution ngo vya biharuro byisungwa benshi batwara inkewa kandi ataco bipana no gutwara atanishuri ryo gutwara bashinze najya hatorero ryo hambere byaribagiwe ikibazo bagishimikiza ubwoko tugira imana umuganwa arabatsinda ariko baramufyeta bariganza ibyakurikiye tubisanga mu idoni naco woronka utabwibonyemo kandi babohaye insiguro zitagira mvura. Nous allons commencer notre émission, c'est par cette chanson Idonido de Kiki Daniel et de King One Star que nous débutons notre émission. Dans Idonido, il nous parle de comment ces ethnies, ces identités, étiquettes ou ces clichés qu'on nous a collés, qui ne va même pas avec notre histoire, bakacagaruka byadutwaye ubuntu. Murabizi ko muri kino kiganiro dushobora kwiexprima mu rurimi rutworoheye. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette 3e émission de notre programme des aliénations. Et ce soir, nous abordons un thème particulier. C'est le contentieux de sang et question du génocide. Notre réflexion nous ramène aux grandes crises qui ont marqué notre histoire, des années douloureuses marquées par les violences, les responsabilités, les blessures de la mémoire et les questions de justice. Peut-on construire une nation sans vérité partagée? Comment reconnaître les crimes sans accuser tout un peuple? Comment libérer les nouvelles générations de l'aliénation ethnique? Telles sont les interrogations que nous mettons au centre de notre réflexion ce soir. L'objectif, ce n'est pas de raviver les blessures, mais d'ouvrir un espace de dialogue lucide, responsable et respectueux, car la désaliénation commence par la compréhension critique de notre histoire afin de dépasser les divisions et de contribuer à la reconstruction consciente de notre nation. Alors nous vous invitons à participer avec maturité dans un esprit de respect mutuel. Je ne sais pas si... voilà, je vois Kiki. Comme à l'accoutumée, nous retrouvons Kiki Daniel. Bonsoir Kiki. Bonsoir Franck, bonsoir à tous et à toutes. Oui, merci beaucoup. À ses côtés, nous retrouvons encore une fois le docteur Alphonse Lugambarara. Bonsoir docteur. Bonsoir Franck, et bonsoir à tous ceux qui vont nous prêter attention et participer à nos échanges. Merci beaucoup. Oui. Et voilà, pour débuter en beauté, nous allons céder la place à Kiki Daniel pour nous faire un rappel des 2 précédentes émissions et puis il va nous présenter ce à quoi nous attendre dans le sujet d'aujourd'hui. Kiki Daniel. Merci Franck. C'est
Nous avons débuté le deuxième programme que nous avons dénommé la désaliénation. C'est un programme que nous avons élaboré après Akavaziko. Cette fois-ci, nous sommes à la troisième émission de ce programme de désaliénation. L'émission d'aujourd'hui porte sur des contentieux de sang, de génocide et la responsabilité historique. Comme vous le savez, l'histoire contemporaine du Burundi est marquée par des violences massives qui ont profondément affecté sa population. Des Barundi ont été tués par d'autres Barundi pour leurs appartenances, soit l'appartenance sociale, soit pour l'appartenance politique ou identitaire. Et ces appartenances étaient soit réelles ou supposées. Certaines de ces violences ont été qualifiées par des chercheurs, par des témoins ou des acteurs politiques, même des rapports internationaux ont été qualifiés comme des actes de génocide, notamment en référence aux événements et massacres de 1993, de 1972 et des années suivantes. Mais au-delà des qualifications, une question demeure centrale. Comment nommer les crimes sans instrumentaliser la mémoire? Premièrement, la question du génocide, sa qualification, sa mémoire et la justice. Le mot justice et le mot génocide n'est pas un mot ordinaire, il renvoie à une intention spécifique, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe, soit national, soit ethnique, soit racial ou religieux. Employer le terme génocide engage d'abord une responsabilité juridique, une reconnaissance morale, une mémoire officielle et une réparation potentielle. Donc, refuser d'employer le terme génocide peut être perçu comme un délit, mais l'employer sans rigueur peut être perçu aussi comme une instrumentalisation. L'émission 3 du programme de désaliénation ne vise pas à trancher de manière militante, mais à interroger avec du sérieux. Quels actes correspondent aux critères juridiques du génocide? Quels événements relèvent de crimes de masse, crimes contre l'humanité ou violences politiques systématiques? Mais pourquoi certaines périodes sont-elles reconnues et d'autres non? Et comment éviter la concurrence victimaire? Concernant les actes, il y a la planification, les exécutions et le silence. Mais les violences qui ont marqué 72, 88, 93 et d'autres périodes ne firent pas uniquement des explosions spontanées. Elles ont impliqué des mécanismes d'exclusion, de stigmatisation, des arrestations ciblées, des éliminations planifiées ou tolérées, et des chaînes de commandement et des silences institutionnels. L'aliénation collective commence lorsque la société commence à justifier, à minimiser ou à nier tous ces actes. Désaliéner pour nous, c'est reconnaître que des crimes graves ont été commis, que des innocents ont été visés et que l'impunité a contribué à la répétition de ces violences. Et une mémoire qui ne reconnaît que ses propres morts entretient la division. Une mémoire qui refuse de reconnaître les souffrances de l'autre nourrit la rancœur. Et le contentieux de sang au Burundi est aussi un contentieux de mémoire. Certaines générations ont grandi avec une version partielle de l'histoire et d'autres ont grandi dans le silence. Et ce silence a parfois transmis la peur plus fortement que les faits eux-mêmes. Parler des actes et du génocide ne signifie pas condamner collectivement un groupe. Et les responsabilités historiques sont multiples et situées, soit des décideurs politiques, soit des responsables militaires, soit des élites mobilisatrices, soit des acteurs armés, soit des complicités et même des silences.
et la reconnaissance des crimes doit viser la vérité et la justice et non la vengeance. Mais la réparation peut passer par une vérité documentée accessible, une justice équitable et non sélective, une reconnaissance inclusive des victimes et une reconstruction du récit national. Mais pourquoi alors cette mission est nécessaire? Le Burundi ne peut pas bâtir un avenir stable sans affronter lucidement son passé. Donc, ignorer la question des actes de génocide ou des crimes de masse ne les efface pas, mais cela les enfuit. L'émission 3 de la désaliénation propose un espace de discussion mature sur la qualification de ces crimes, les responsabilités historiques, les mécanismes de répétition et les conditions d'une réconciliation authentique. Donc, il ne s'agit pas ici d'ouvrir des blessures ou de remuer dans les plaies, mais plutôt il s'agit d'empêcher qu'elles se rouvrent. Le contentieux de ça n'est pas uniquement un héritage du passé, c'est un défi moral pour le présent et peut-être aussi une barrière pour le futur. Nommer les actes comme rigueur, reconnaître les victimes sans hiérarchie et assumer les responsabilités sans stigmatisation collective. Voilà pour nous le chemin difficile mais qui est nécessaire de la désaliénation. Nous espérons comprendre les crimes pour libérer les consciences et par conséquent libérer les consciences pour construire une nation. Comme d'habitude, notre formateur, Dr. Gambarara, va passer à sa présentation, à son exposé, et je crois qu'il y aura un temps suffisant pour l'audience afin de décortiquer sur ces contentieux que nous jugeons très importants dans notre processus de reconstruction d'une nation comme le Burundi qui a été longtemps déchiré. Je vous remercie. Et oui, merci beaucoup, Kiki Daniel, pour tout ce que tu viens de nous dire. Et je pense que pour les grandes questions qu'on s'était posées, vous avez répondu quelques-unes. Et puis, on va écouter notre sage, Dr. Alphonse Lugambalala, qui est notre formateur, l'initiateur et le fondateur de Ito le Burundi, la plateforme qui nous apprenne de l'histoire du Burundi, de l'amour du pays. Et puis, si vous vous rendez sur le www.itolelo.org, vous trouverez beaucoup de choses qui vous seraient très, très, très intéressants pour vous toutes et tous qui aimeraient savoir ou bien connaître d'où vient le Burundi et puis comment les Burundis d'autant vivaient l'esprit qui ranimait les cœurs y'abarundi b'ukuri. Simvuze b'ukuri natwe turi abarundi b'ukuri, ariko abarundi banovuga ba sokuruza na ba sokuru bajya baturaze ubuntu, ubwo buntu aribwo natwe dukwiye kugendera ku kiremwamuntu cyose kuko dusangiye ubwo buntu. Dr. Alphonse Lugambalala, bonsoir encore une fois et bienvenue dans notre exposé à Bonsoir Franck. Merci beaucoup à Kiki pour sa présentation. Je voudrais, en introduction, me permettre de revenir sur les deux précédentes émissions, parce que après la présentation, on voit sur les réseaux sociaux, sur X, des questions et sur lesquelles j'aimerais revenir parce qu'elles nous permettent de faire comprendre encore plus ce que nous voulons dans toutes les présentations que nous avons données depuis tout le début à Kavazi, Co et compagnie. Et comme Franck vient de le dire, la première partie, la Kavazi, Co, c'était l'histoire. C'est l'histoire sur les trois grandes périodes de l'histoire du Burundi, pré-coloniale, coloniale et post-coloniale, pour que nous puissions voir ensemble
les maladies que nous avons dans notre société. Et les gens parlent souvent de changement de mentalité et tout ça. Mais comment changer une mentalité que vous ne connaissez pas comme il faut, dont vous ne connaissez pas l'origine de certaines manifestations? Et ce qu'on appelle en médecine l'anamnèse, c'est vraiment ça, c'est l'histoire de la maladie. Parce que nous transportons avec nous des conséquences de ce que nous avons vécu dans l'histoire. Même une personne adulte, lorsqu'elle va chez un psychologue, on commence à demander l'histoire depuis qu'il est enfant jusqu'à l'âge adulte, les traumas qu'il a vécu, etc., pour pouvoir faire réellement un profil de son état psychologique. Et c'est donc cette anamnèse qui nous a amené à voir les principaux problèmes que les Barundi entre eux ont manifestés, et que les Barundi ont manifesté avec ceux qui sont entrés en contact avec le Burundi, les voisins, et les étrangers, le colon, l'esclavagiste. Tout cela, c'est ce qui fait partie de notre histoire, qu'il faut vraiment connaître pour arriver à nous trouver des solutions. Je vous ai dit que les raisons pour lesquelles j'ai commencé cette école, c'est principalement la raison de l'échec de l'accord d'Arusha. Et j'ai quitté la politique en 2004 pour me consacrer à des recherches. Et vraiment investiguer pour connaître les raisons pour lesquelles les Barundi nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes. Un pouvoir qui est en place, qui a éliminé ses opposants, qui a créé des réfugiés, pense qu'il est maître, qu'il peut tout faire, jusqu'à ce que les faits lui montrent que non. Tous les problèmes que vous avez accumulés en les cachant, se montrent un jour ou l'autre. Il faut donc que nous puissions quelque part comprendre cette investigation qui va nous permettre, à ceux qui auront compris, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre, et qui se maintiennent dans leur trauma, leur peur, leur haine même, sans véritablement s'ouvrir. Mais je pense, et nous pensons au niveau de Itorero Burundi, que ceux qui vont sauver ce pays sont ceux qui auront compris les véritables contentieux, ceux qu'on essaie de cacher, ceux qui sont très visibles qu'on ne pourrait pas cacher, et pour pouvoir ensemble trouver des solutions définitives. Le monde burundais ne s'est pas arrêté à l'éviction du roi, ne s'est pas arrêté au départ de Michombero, ni au départ de Bagaza ou de Buyoya. Il ne va pas non plus s'arrêter au départ de Nkurunziza ou de Ndayishimiye demain. Non, le Burundi continue. Mais ce Burundi, ce dont il a besoin, c'est vraiment une paix pérenne que nous n'arrivons pas jusque-là à trouver. C'est pour ça qu'au-delà de toutes les tentatives qui ont été essayées depuis l'indépendance, en passant par les colloques de Gitega, lorsque est né Casablanca Moronvia, en passant par la charte de l'unité, l'accord d'Arusha, et tout ça nous a montré que quelque part il y a un problème profond que nous n'arrivons pas à toucher du doigt et à lui donner
des solutions dans l'intérêt du peuple morondais. Et cette partie des contentieux que nous vous adressons, c'est pour que nous explorions ensemble les voies, les moyens de trouver des solutions aux principaux contentieux. Le premier, donc, que nous avons mis en avant, c'est le contentieux psychosocial. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'à lui seul, il a plus de 60-70% des motivations dans les crises que nous avons connues. Et qu'il est lié à nos différentes aliénations. À commencer par la plus importante, qui est l'aliénation identitaire. Parmi les citations que nous vous avons données, nous vous avons donné la citation de Hans Meyer, celle qui a vraiment mis en place la politique de divide et impera de toute la colonisation jusqu'aujourd'hui. Et c'est ici que je reviens un peu sur un commentaire que j'ai vu et que je voudrais, mais sur lesquels je voudrais apporter une analyse et une réponse. La personne a semblé défendre Hans Meyer sur ses recherches. Et je crois qu'elle s'est beaucoup plus appuyée sur le fait qu'il disait « tant que les Batutsis seront les maîtres du pays ». En disant, je vais probablement vous lire sa question, John Mukaragi dit « Je suis contre les clichés ethniques, mais force est de reconnaître que la description que Hans Meyer fait des différentes ethnies reflète une réalité encore perceptible aujourd'hui. Même si cela tient probablement plus au rang social qu'au clivage bantou-hamite. Mais c'est là où se trouve le principal problème de la majorité des intellectuels que nous sommes. Parce que nous n'arrivons pas à nous rendre compte que la plupart des choses qui ont été écrites, principalement sur les hommes, a été écrite dans une orientation de domination, dans une orientation de division. Et nous avons accepté d'abord le fait qu'il dit fait de différentes ethnies, alors que nous avons longuement expliqué ici ethnie en français, ce que ça veut dire. Consultez Google. Mais nous n'arrivons pas justement à intégrer que l'ethnie n'est pas Ubwo. Ubwo, quoi, Kirundi représente autre chose. Et cette déformation nous a déformés psychologiquement et partant socialement. Et partant politiquement. Et la description de Hans Meyer est un programme de lutte politique. Un premier constat complètement faux, ça nous allons en parler dans le contentieux sur la politique, pour parler de l'organisation politique, et si vous retrouvez ce dont nous avons parlé sur l'organisation politique ancienne, vous trouverez que dans les différentes institutions, pratiquement la majorité des Miryango Ngomoko étaient représentés
dans les différentes institutions. Donc déjà, dès le départ, il donne une assertion fausse. Mais comme beaucoup d'entre nous n'ont pas fait suffisamment d'exploration, ils vont accepter le fait qu'ils disent les Batutis sont les maîtres du pays. Ça, c'est avant la colonisation. Et ça, ce qui va se passer après va nous montrer qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, que ce n'était pas vrai, et qu'il va faire en sorte que des chefs vont être éliminés du fait qu'ils veulent qu'ils soient étiquetés comme il veut qu'ils soient étiquetés. C'est Bahutu dont il parle, qu'il faut libérer. Ce programme politique est clair. Et c'est celui-là qu'il faut comprendre avant tout. Et constater alors comment il a construit la réalité que nous verrons en 1959, comment il a construit, alors qu'au début, ça ne pouvait pas être possible. C'est par l'administration éliminée. Je vous remets sur le résumé du livre de Mayugi que je vous ai présenté. L'administration et l'école. Élimination de ceux qu'il voulait qu'ils soient éliminés pour que ces trois phrases soient correctes. Et malheureusement, il est arrivé. Malheureusement. Parce que nous n'avons pas, nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents, n'ont pas démasqué ça à temps. Et celui qui l'a démasqué à temps, en disant de façon claire, dans sa lutte pour l'indépendance, que le Burundi ne sera pas comme le Rwanda de 1959, celui-là a été éliminé. Posez-vous la question, pourquoi? Parce qu'il faut que ce programme se passe, se matérialise et arrive à la conclusion que le colon ou le néocolon veut. C'est donc là où je voudrais corriger et orienter la remarque de John Mukaragi. Et là, je dis pour les personnes qui sont de bonne foi, qui veulent échanger, mais il y a d'autres, certains se font connaître, qui ne sont pas de bonne foi et qui ne veulent pas changer. On les voit dans les commentaires. D'autres remarques et questions sont peut-être moins importantes, mais elles dénotent quelque part que nous n'avons pas encore compris ce contentieux psychosocial, d'où il vient. Nous envoyons les manifestations, mais nous ne faisons pas l'effort de savoir d'où elles viennent. Parce que c'est quand nous savons d'où elles viennent que nous pouvons, si réellement nous voulons changer de mentalité, que nous pouvons y arriver. Et cette supercherie du colon qui a fait que psychologiquement il arrive à nous manipuler et qu'ensuite nous manipulons entre nous, c'est beaucoup plus appuyé sur les complexes. J'en ai parlé et je voudrais vraiment y insister parce que ça va aussi nous aider quelque part à comprendre le contentieux du sang, le contentieux du génocide à travers l'histoire. C'est pourquoi j'y reviens comme un petit résumé de ce dont nous avons parlé la fois passée.
Les différents complexes, infériorité par rapport aux colons, infériorité et supériorité entre nous, sur le plan de la race, ces descriptions raciales, je vous les ai données, sur le plan du numérique. Ces différents complexes ont créé des idéologies politiques de la différence. Les idéologies houtisantes et tutsisantes. Ici, comprenez Hamite et Bantou. Parce que les Hutus, les Tutsis, dans la conception de social et économique, ne pouvaient pas se mettre contre les uns et les autres. Oh non, ils étaient complémentaires. Je voudrais ici rappeler que les sociétés agropastorales ont plusieurs millénaires. Ceux qui, par exemple, disent que l'Égypte, l'Éthiopie, l'origine des Watutsi, tout ce que vous voulez, ne peuvent même pas faire l'effort de comprendre que l'Égypte ancienne était agro-pastorale. Non, ils ne font pas l'effort. Et je dis, messieurs, mesdames, messieurs, ne restez pas dans cette, dans cette prison qui vous empêche de vous ouvrir, de regarder. Beaucoup d'entre vous ici ont peut-être lu la Bible. Essayez de relire l'histoire de Joseph quand il a expliqué au pharaon ses rêves. Et dans ces rêves-là, vous savez bien qu'on parlait de vaches grasses et de vaches maigres. Vous savez bien qu'on parlait de récolte maigre et de récolte, de grande récolte. Ça veut dire que l'agropastoralité était déjà là, plus de 3 millénaires. 3 millénaires. Donc, faisons l'effort de comprendre cette manipulation dont nous sommes victimes. Les gens s'accrochent à leur prétendue supériorité de race pour les Tutsisans, de nombre pour les Hutisans, et à leur peur mutuelle liée à leur prétendue infériorité de nombre pour les Tutsisans, de race pour les Hutisans. Ils ne se rendent pas compte de la manipulation qui les a créés comme deux lignes parallèles qui ne se rejoindront jamais pour se séparer, se haïr, se massacrer, se chasser mutuellement d'un territoire pourtant occupé par leurs ancêtres communs, la région des Grands Lacs, depuis plusieurs millénaires au moins, et d'un royaume commun, le Burundi, depuis plus de 4 siècles. Et nous avons créé des préjugés qui sont des poisons qui nous sont transmis depuis notre enfance par nos familles, nos religions, nos sociétés. Le plus grave dans tout cela, c'est que nous ne sommes pas vraiment conscients que nous pratiquons l'ethnoracisme. Je reviens beaucoup sur ça, parce que le véritable contentieux psychosocial, c'est ce racisme, l'ethnoracisme. Nous sommes des racistes au vrai sens du terme, que nous sommes prisonniers de ces préjugés et des ghettos ethniques dans lesquels nous avons grandi. Tout cela sera aggravé par les crimes réguliers dont nous avons été tous victimes, approfondissant encore plus le fossé psychosocial entre les membres d'un même peuple, disloqué depuis plus de 100 ans de colonisation et d'une indépendance mal gérée.
Et là, je vais insister sur nos comportements sociaux. Parce que là aussi, j'ai reçu une remarque, j'ai lu une remarque, que nous parlons de ce que le colon a fait, que le colon est parti, soi-disant, depuis beaucoup d'années. Et là aussi, je leur fais remarquer que non, le colon n'est pas parti. J'ai donné l'exemple du moustique. Le moustique, il entre dans ta maison, il te pique bien gentiment parce que son rôle, c'est de te piquer. Il ne peut pas faire autrement. Le colon, dans son esprit colonial, ne peut pas faire autrement que de diviser pour régner. Et le moustique part, mais il n'est pas loin. La responsabilité de te soigner, elle te revient. La responsabilité d'éloigner les moustiques par la moustiquaire, par les insecticides, par les soins dans le jardin, cela t'appartient. Le moustique ne va pas s'arrêter. Le colon ne va pas s'arrêter. Le néocolon ne va pas s'arrêter. L'esprit colonial est toujours là, lié à l'exploitation de nos terres. Comment pourront-ils l'exploiter si nous comprenons tout cela? Non. La responsabilité est la nôtre. Mais nous aussi, nous avons des attitudes, des comportements qui renforcent cet état de fait. Et ces comportements, nous les avons. Dans l'introduction, j'avais dit que je pourrais dire des choses qui vont vous choquer, mais je suis désolé. Il est vraiment temps que nous puissions être choqués par nos attitudes, qui sont des attitudes négatives. Si nous voulons changer, nous devons les connaître. Voilà. Par exemple, lorsque vous visitez les réseaux sociaux des jeunes, bon, il est vraiment désespérant de voir à quel point la haine ethnico-raciale circule chez la plupart des jeunes qui se divisent en termes identitaires aliénés, les uns s'appelant Abayuda, les Juifs, les autres s'appelant Abazulu, les Bantous, des identités étrangères à leur identité commune, dont ils ne parlent plus. Et l'ethnoracisme se propage de génération en génération. Mais ce qui est encore absurde, plus absurde, c'est quand on y met aussi les histoires de religion, ça devient totalement cacophonique. La référence à Israël et à la Bible est devenue commune aux deux aliénations. Hutisant, tutsisant, chacun se réclamant comme Ukokobima. Je suis désolé, c'est le summum de la débilité inconsciente. Allez-y comprendre. L'aliénation identitaire est un conditionnement profond, tel qu'on ne se rend pas compte qu'on est aliéné. Chacun peut faire un exercice pour voir ses propres comportements racistes vis-à-vis d'autres Burundais classés de races différentes, qu'on va malheureusement appeler Ubroko. Oui, c'est le terme qui est consacré. Quand vous dites que non, c'est race, on vous traite de tous les noms. Et constatez comment nous vivons et banalisons l'ethnoracisme de tous les jours. Nous ne nous en rendons compte que quand il atteint la sphère politique et qu'il provoque des massacres à caractère génocidaire. Et pourtant,
Qui ne sait pas qu'il y a des familles qui refusent que leur enfant épouse une personne de l'autre ethnie? Qui ne sait pas que le CNDD-FDD, le CNL rivalisent d'accusations pour la fréquentation de femmes dites Tutsi, comme si c'était un crime politique? Qui ne sait pas que les gens changent d'attitude envers un ami de longue date simplement parce qu'on vient de leur dire qu'ils seraient en fait d'une ethnie différente? Et on ne prend même pas la peine de discuter. Non. Ces faits seuls démontrent l'absurdité de ces identités, car on peut se poser la question aujourd'hui des critères qui poussent quelqu'un à traiter l'autre de Tutsi ou Hutu aujourd'hui. Est-ce le physique, le nombre de vaches, le comportement, l'idéologie ou la pratique politique? Rendons-nous compte que nous sommes complices de la politique de divide et impera. Il est temps de prendre conscience de ce contentieux psychosocial, l'ethnoracisme de tous les jours, moteur de tous nos crimes à caractère génocidaire, et de changer. Ushaka gukira indwara urayirata. Comment en sommes-nous arrivés avec cette aliénation au crime de sang, au crime de génocide? Explorons d'abord nos mentalités, parce que dans l'histoire du Burundi, on ne peut pas nier, il y a eu des crimes de sang dans l'histoire ancienne du Burundi, avant même l'arrivée du colon. Les crimes de sang sont liés, comme dans tous les peuples que nous connaissons, à la conquête des territoires, à l'agrandissement des royaumes. C'est ce que nous avons vu dans la première partie de la Kava Ziko. En partant de nos Miliango, je rappelle ce que j'avais dit à propos de l'aspect politique, et nous y reviendrons dans le quatrième contentieux, celui de politique. Umwami akubaza umuryango, ni ukuvuga ubwoko nkomoko, ntakubaza icyo waraye uriye. Cette phrase est importante pour comprendre comment l'organisation politique et l'organisation socio-économique dans l'ancien Burundi était. Le politique, c'était les Miliango, comme je l'ai dit la fois passée. Il n'y a pas de hiérarchie dans les Miliango. Particulièrement si nous partons des Ubwoko Nkomoko qui étaient des royaumes. Ubwoko bwose bwari bufise ingoma. Ingoma représentant le pouvoir. On peut, vos Miliango, citer l'ancien Ingoma, avant Kalyenda, avant Kalinga, avant tout ça. Prenez tous ces Miliango qui avaient des territoires, qui avaient des royaumes, sont des noms d'Ingoma. Et ces Ingoma se sont battus entre eux. Ces royaumes, même si le colon dit roi Telé, je suis désolé, c'est des rois avec une organisation, avec un territoire. Vous connaissez toute cette histoire. Jamais je n'ai entendu dire, écoute, il y a un royaume Tutsi qui se bat contre un royaume Hutu. Désolé.
Ceux qui vont le dire, c'est ceux qui, avec justement cette influence coloniale qui nous a amenés dans cette division de Hamid Bantou, des noms dont on parle, du Manuka, Sangwabutaka, Benegihugu, Banyagihugu, tout ça, ça fait partie de cette alignation. Et à cette époque-là, les luttes politiques, les luttes de sang se passaient entre les médias, entre les royaumes. On a connu, c'est assez clair, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi, quand ils s'agrandissaient. Les principales guerres que nous connaissons, c'est la guerre de Banyagisaka, la guerre de Nduga, Babanda, Nyaruguru, contre Rwanda rwa Gasabo, Abanyiginya. C'est les guerres entre principalement Sunda et Uganda. Ce n'est même pas loin, vous savez. Uganda, c'est 18e siècle. C'est pas loin. Contre les Bashubi, contre les Bagesera, contre les Bahinda du sud, contre les Babanda du sud aussi. L'histoire de Siguvia est connue. Et la dernière en date, c'était contre Machoncho avec Nengwe, dont les familles ont été persécutées, chassées. C'était ça la véritable histoire. Mais avec la colonisation, tout a changé. Ce qui était social et économique a pris le dessus sur les médias. Je m'amuse à demander aux jeunes s'ils connaissent leur Muriango, et certains disent qu'ils ne connaissent pas. C'est parti. Et le Hutu peut aussi partir, parce que ça n'a plus de raison d'être, parce que leur raison d'être à l'époque, du Bugere et de Bugabirwa, a disparu aussi. Mais la colonisation a réussi à nous maintenir ça dans notre tête. Et nous avons réussi à le maintenir avec notre incapacité à comprendre cette manipulation. Posez-vous la question, comment sommes-nous passés de l'importance du Bro au Congo-Monko, où il n'y avait pas de complexe d'infériorité ou de supériorité, mais on se bagarrait en égo, et celui qui te battait, vous devenez membre de ce royaume. C'était comme ça. Il n'y avait plus de quelconque stigmatisation. Parfois, ça restait, et lorsqu'on regarde dans les histoires que nous connaissons du Rwanda et du Burundi, il y a effectivement des Miryango qui sont étiquetés. Ça découle de ces guerres-là, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas que les gens, certains sont venus avant, d'autres après, non. Non, c'est juste parce qu'il y a eu ces rivalités qui ont été assez profondes. Mais à l'époque, il y avait des pratiques pour ramener la paix. Essayez de comprendre le mot Gukaraba. Oui, Gukaraba niba mwasheshe amaraso murayakaraba kugira ngo musubire kuba abantu bazima. Les comportements qui vont se développer durant la colonisation vont malheureusement, avec ce changement identitaire, venir dans la politique, telle que le colon l'avait souhaité, dans la politique de l'indépendance.
d'abord au niveau des élections, et puis au niveau de la gestion politique. Parce qu'il y a eu exclusion. Les exclusions ont existé aussi du temps de la royauté, quand un royaume était défait, en fonction de la magnanimité du roi, il pouvait être maintenu chef au Moutroir et au Ganois de telle ou telle région, soit il y amenait d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé au Bouguessela, par exemple, avec la division du royaume de Bouguessela en deux. Tous les chefs ont été changés, même si au départ, les barons d'Ogo avaient eu des relations particulières avec le roi du Burundi. Ils ont été dans le Bwoko matridynastique. Et par après, cela a changé. Et c'est l'un des rares Mulyango à avoir été matridynastique au Rwanda et au Burundi. Les Bawanda, quand ils étaient loin dans l'histoire, oui, mais surtout les barons d'Ogo. Ce changement alors va vraiment amener, d'abord en 1959, la stigmatisation dite ethnique dans des pays sans ethnie. Et les deux royaumes, influencés de la même façon, vont vivre presque de la même façon les manifestations de cette grave maladie, l'ethnoracisme, cette fois-ci en politique. Ça a dépassé le social, c'est dans le politique. Je ne vais pas beaucoup parler des événements, nous en avons parlé lorsque nous présentions l'histoire. Mais lorsque l'on est en face d'un contentieux, il faut qu'on cherche une solution. Parce que les Tura Kala, l'amaraso yase c'est le sang qui a coulé. C'est incommensurable, c'est immense. Mais l'on se rend compte qu'on dirait que il y a des personnes plus aliénées que d'autres et qui ne se rendent pas compte qu'il faut changer. Je vous ai dit deux identités, deux lignes parallèles qui ne se rejoindront jamais. Ils ne se rejoindront jamais parce que leur conscience nationale est au plus bas, comme l'avait prédit Richard Kant. Je vous ai lu sa citation. Pourquoi nous n'en sommes pas conscients? Pourquoi nous ne voulons pas changer? Je vais sauter directement à la partie de la solution. La première tentative de solution, après toutes les péripéties
meurtrières dans notre pays, 1965, 69, 72, 88. Il y a eu une proposition et un référendum, enseignement sur l'unité nationale. Les gens étaient, certains enthousiastes, d'autres non. Parce que des partis ethniques, consonances ethniques étaient là et continuaient leur travail de ça. Il faut dire aussi que au niveau du gouvernement, les différents gouvernements se sont emmurés dans la protection ou la surprotection d'une des composantes du peuple morondais. Et cela va malheureusement amener un crash de nouveau en 93. Nous nous sommes emmurés dans cet ethno-racisme qui, avec les enseignements, avec les guerres, toutes les tentatives de prise de pouvoir, etc., ont fait grandir d'autres sentiments encore plus graves. La haine et la peur, principalement. Il est difficile pour beaucoup, avec les ressentiments, de pouvoir faire une pause. Non, c'est extrêmement difficile. Il faut quelque part le comprendre parce que nous avons besoin d'un travail psychologique profond. Mais ce ne sont pas des personnes hautement blessées qui peuvent le faire, sauf si, par miracle, elles venaient à guérir. Et quand elles sont au niveau du pouvoir, ce sont ces deux lignes-là qui continuent le malheur du peuple burundais. Au niveau de l'accord d'Arusha, après la guerre ethnico-politique auquel nous avons assisté, victimes, parfois acteurs. Au niveau de l'accord d'Arusha, il y a eu deux décisions majeures, deux orientations qui ont malheureusement aussi tardé à être mises en place parce que, comme il est bien dit dans le rapport de 1996, tant que ceux qui sont les véritables auteurs des crimes que le peuple burundais a subis, tant qu'ils seront au pouvoir, nous ne pouvons pas espérer une quelconque justice. Cela est écrit dans le rapport de 1996. Il y a donc eu l'orientation concernant la commission Vérité et Réconciliation, dont différentes interventions, nous en avons beaucoup parlé. Et il y a aussi la proposition d'une commission d'enquête internationale à la suite de la première pour déterminer si les actes de génocide dont il est question dans le premier rapport
pourrait passer de ce statut au statut de génocide comme celui du Rwanda ou celui des Juifs. Il y a eu beaucoup de péripéties, des commissions créées, des retours en arrière. Et je vais vous citer un peu les faits pour que vous compreniez la très grande difficulté que pose la question du génocide quand il s'agit de chercher une solution. Il y a eu 3 missions envoyées au Burundi par les Nations Unies depuis le 21 octobre 1993. La première commission d'établissement des faits, dirigée par Martin Husfeld et Simon Ake, rapport présenté le 20 mai 1994. La mission de l'envoyé spécial, Pedro Niken, chargé d'examiner la possibilité de créer une commission de la vérité, soit une commission judiciaire d'établissement des faits, présenté son rapport en 1995. Suite à ce rapport, résolution de 10-12 du 28 août 1995, c'est là où la commission d'enquête internationale concernant l'assassinat du président du Burundi et les massacres qui ont suivi, elle a été créée, elle a commencé à travailler le 25 octobre et a sorti le rapport rendu au secrétaire général le 23 juillet 1996, présenté le 22 août 1996. Et entre le 23 juillet 1996 et le 22 août 1996, il y a eu un changement à la tête du pays et le retour du président Pierre Buyoya. Le dossier fut gelé jusqu'en 2000. Au niveau de l'accord d'Arusha, dont j'ai parlé, nous sommes convenus sur la justice transitionnelle et réconciliatrice, où tous les acteurs, tous les participants ont reconnu que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques Hutu et Tutsi au Burundi. Il y a eu la promulgation sur le plan national d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanité et toute autre violation des droits de l'homme. La loi 1/004 du 8 mars 2003, durant la transition. Et il y a eu le 24 juillet 2002, avec retard sur le calendrier établi pour l'application de l'accord d'Arusha, une demande d'une commission d'enquête judiciaire internationale. Une deuxième, celle qui devait avoir réellement, non plus l'établissement des faits, mais agir comme un parquet pouvait appréhender pour qu'un tribunal spécial soit mis en place. Tout cela s'est fait par une résolution 1606 du 20 juin 2005 et qui a demandé une négociation avec le gouvernement et des consultations avec les parties burundaises concernées sur la mise en place d'un mécanisme judiciaire et non judiciaire par une commission mixte de la vérité d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire pour la question des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Le régime de transition, terminé le 26 août 2005,
s'est terminé sans qu'aucune de ces actions ne soit mise en place. Une délégation est venue au Burundi, mars 2006, puis mars 2007, une année après, et un consensus est engagé pour l'organisation des consultations nationales sur la justice de transition. Il y a eu un comité de pilotage tripartite, gouvernement, société civile, Nations Unies, et un accord cadre entre le gouvernement et les Nations Unies le 21 novembre 2007. Depuis cette signature, il faudra 3 ans pour arriver à la présentation officielle du rapport des consultations en novembre 2010. Tout cela montre à quel point cette question a été très mal traitée, parce que, en grande partie, ce que la première commission avait dit sur le pouvoir, qui veut la justice au niveau de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui veulent aller au pouvoir. Dans les conclusions de cette commission tripartite, le gouvernement a pratiquement refusé, le gouvernement du CNDD-FDD a pratiquement refusé les principales propositions de la tripartite en voulant faire cavalier seul sur toutes les questions de la justice transitionnelle. C'est ce que tous vous avez constaté, jusqu'à ce que pratiquement il y ait une révision des différentes lois sur la commission vérité et réconciliation. Il y a eu trois révisions. Et ce n'est que 12 ans après la signature de l'accord d'Arusha et le délai convenu pour sa mise en place qu'ils ont présenté une commission de la vérité et réconciliation qui sera au cours d'une réunion à l'Assemblée nationale et qui sera boycottée par les parlementaires du parti prenant. Et lorsqu'on voit cette commission, on ne reviendra pas sur toutes les critiques qui ont été émises sur ça. Toutes les questions de la justice transitionnelle, dont la question du génocide, se trouvent entre les mains d'une seule personne, d'une seule commission, d'un seul parti, le CNDD-FDD au pouvoir. Peut-elle encore être appelée justice transitionnelle? Ou devrait-on dire justice du vainqueur dans la loi de la jungle? Que ce soit les membres de la société civile ou les Nations Unies, ils ont été tous écartés. La question du génocide au Burundi repose essentiellement sur la question du pouvoir et la question des rapports de ce pouvoir avec les instances internationales chargées des crimes justiciables devant des juridictions internationales, dont le crime de génocide. Nous avons vu aussi les questions en rapport avec les constitutions de la East African Community. Il est donc du devoir de ceux qui cherchent la justice de s'organiser plus efficacement pour que cette question, ce contentieux du sang et du génocide puisse
être définitivement levé, car avec le contentieux psychosocial, ces deux contentieux pratiquement bloquent toute possibilité de revenir à une conscience nationale, toute possibilité de revenir à une justice nationale. Car la plupart du temps, lorsque nous parlons de Hutisans ou de Tutsisans, sur la question de justice, nous essayons de demander à chacun de s'élever quelque part. Nous savons que ce n'est pas facile parce que ces obstacles dont nous venons de parler, les enseignements ethnico-politiques qui ont produit des haines tout au long de ces crimes, impunis pour la plupart, les haines, les peurs, lorsque le CNDD-FDD est en face d'une manifestation ou quoi, on lance en haut, oh, les Watutsis vont revenir. Rappelons-nous aussi que du temps des pouvoirs dirigés par des Tutsis, particulièrement du temps de Micombero, lorsqu'on parlait des assaillants, on les étiquetait aussi ethniquement, entre guillemets. C'est ça notre histoire. La globalisation a pratiquement effacé toute possibilité de différencier les victimes des auteurs des crimes. On globalise les victimes, on globalise les auteurs. C'est devenu impersonnel. Et ça, c'est d'abord à ceux qui veulent changer de mentalité de voir que le combat doit se situer à un autre niveau. Et ce niveau doit être un niveau national. Que nous puissions intégrer la conscience nationale, la justice nationale, l'identité nationale, la citoyenneté nationale. Il y a des principes moraux, des principes de justice élémentaires que nous avons oubliés. Tout citoyen ne peut qu'être non coupable du moment qu'on ne l'a pas condamné. Les juristes ici vont me donner la phrase correcte. Et donc, globaliser un crime ou globaliser des victimes, c'est noyer le poisson dans l'eau. Et abandonner les victimes. Les solutions, donc, pour ce contentieux si important dans notre région, c'est que les gens prennent le taureau par les cornes et comprennent que les personnes les plus importantes ici, c'est d'abord, avant tout, les victimes. Que les auteurs des crimes ne sauraient être impersonnels.
qu'une procédure d'enquête, que des procédures d'enquête doivent arriver à déterminer les auteurs, les véritables auteurs. Tous les Allemands n'ont pas été étiquetés de génocidaires. Il y a eu les auteurs, il y a eu les organisateurs qui ont été condamnés, qui ont été poursuivis. Pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? Je ramène dans le rapport de 96 sur la question de pouvoir. Je vais m'en arrêter ici pour permettre un débat, et j'espère que ce débat sera profond. Et je reviendrai vers la fin pour essayer de conclure sur ce contentieux pour qu'on aille de l'avant. Je vous remercie de votre écoute. Un grand merci à Docteur pour son excellente présentation, particulièrement riche et éclairante. Et cela met fin à cette première partie de cette rediffusion. Rendez-vous dans la seconde partie, une partie consacrée aux échanges autour du thème du contentieux de sang et de la question du génocide. Franck Espoir, à très bientôt. 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 À très bientôt.